De retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10, place maintenant au focus et nous sommes jeudi. Et le jeudi c'est anthropologie et nous recevons Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir. Alors aujourd'hui on va parler effectivement de l'imposteur Christophe Colomb et ça vous découle d'un constat que finalement effectivement l'école on ne pourra plus la faire à la maison. Certains parents s'étaient déjà habitués à faire l'école à la maison. Là Emmanuel Macron a annoncé que l'école sera obligatoire dès 3 ans pour éviter le séparatisme religieux. Vous avez une autre théorie là-dessus? Oui, c'est-à-dire que en fait, tout ça a pris beaucoup de temps. Parce qu'il faut savoir que quand je commençais à m'intéresser à toute cette affaire, c'est vrai qu'il y a un professeur américain qui m'a intéressé, c'est Asal Yard-III, qui est aujourd'hui décédé, mais qui disait dans ses ouvrages que la communauté noire pense qu'elle n'a pas de matériau pédagogique suffisamment puissant et suffisamment compétitif par rapport aux autres cultures, que ce soit la culture occidentale ou la culture arabe et autres, et qui fait qu'on a l'impression que lorsqu'il s'agit d'enseigner, c'est-à-dire de transmettre des savoirs, eh bien, il faut finalement être rattaché à l'un des convois, que ce soit le convoi occidental, le convoi arabe ou asiatique et autres. Et il expliquait que cela tient en fait à une méconnaissance. Une méconnaissance, je dirais, qui est quand même pathogène parce que transmise par la désinformation des ouvrages scolaires. Et il faut savoir que la HALD a fait un rapport donc, qu'il a remis, que cette organisation a remis au gouvernement français il y a à peine une dizaine d'années, dans lequel la HALD disait que c'est véritablement l'école qui fabrique les points de vue racistes et racialistes vis-à-vis donc de l'histoire et aussi des rapports humains au sein de la société française. Et qu'il fallait véritablement changer la donne. Il y a eu cette réaction des parents les parents se sont dit, bon, on va arrêter d'envoyer les enfants à l'école si l'école n'arrive pas à leur donner une colonne vertébrale de pensée, c'est-à-dire une espèce d'ossature qui leur permet d'avoir une vision positive d'eux-mêmes, parce qu'il y a une chose que je trouve toujours très intéressante à l'école, c'est le fait de parler de l'estime de soi, mais toujours par rapport au point de vue de l'autre. Alors comment peut-on faire l'estime de soi par rapport au point de vue de l'autre quand, lorsqu'on aborde un sujet, on a autant de difficultés à parler de l'apport intellectuel de l'Afrique dans ce domaine-là? Je prends un exemple simple. Je vais dans un établissement scolaire, je dis aux enfants, vous avez quelque chose dans la main qui prouve justement un apport conséquent de l'Afrique à l'humanité. Les enfants ne voient pas que c'est la feuille de papier, alors que papier vient de papyrus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très étrange dans cette façon de transmettre les informations. On a l'impression qu'on est là pour gaver des oies et non pas, je dirais, former des consciences conscientes d'elles-mêmes. Et c'est là où il y a un problème relativement important. Donc les parents ont pris cette initiative de se dire que, bon, je ne peux pas laisser la situation au niveau de cette conscience de mon enfant se retrouver traîné dans la boue. Donc je prends l'initiative finalement et je prends sur moi, on s'organise au niveau du couple, au niveau de la famille pour faire les cours à la maison. Et là, patatras, qu'est-ce qui se passe? Alors que la communauté noire, je dirais c'est la dernière communauté à penser l'organisation de son système scolaire, c'est là que tout le monde apprend qu'il y a la décision, en tout cas il y a le projet de faire en sorte que pour la rentrée prochaine, qu'il n'y ait plus d'école à la maison et que tous les gamins soient obligés de revenir à l'école. Ça, je dirais, c'est un peu de la dictature. Hein, il faut se dire clairement, c'est de la dictature. Alors il faut savoir que la dimension au niveau de, je dirais, de cette formation de l'élite qui vient tous de l'ENA a toujours posé problème. C'est-à-dire que les gens viennent tous du même moule et c'est un souci. Vous voyez, les gens qui ne sont pas sortis du moule, comme Bérégovoy, comme Bernard Tapie et bien d'autres, ont apporté justement des éléments de réflexion nouveaux et ont eu une emprise beaucoup plus conséquente justement vis-à-vis de la population parce que les gens pouvaient se retrouver dans ces gens qui étaient partis de la base et qui s'étaient finalement... Oui, mais ils ont déclenché des foudres qu'ils n'ont pas pu maîtriser par la suite. Ça a toujours été
très compliqué. Moi, je ne vous cache pas que j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion là-dessus avec Bernard Tapie, et c'est lui-même qui me disait que c'est un défaut du fonctionnement de la France d'avoir des gens qui voient tous le mur de la même couleur. À partir de là, quand il y a une erreur, personne n'est capable de voir qu'on va droit dans le mur et qu'il s'agit d'une erreur. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette éducation nationale qui est en train de débattre sur le fait d'insérer plus dans les programmes la culture noire et justement l'histoire de l'esclavage? C'est-à-dire que le problème, c'est que la France a encore du mal à regarder son histoire en face. Vous voyez, par exemple, moi, on peut quand même discuter de choses simplement. Je trouve quand même très étrange qu'Olivier Giroud, qui n'a joué que 17 minutes de jeu dans son équipe, parce qu'il faut savoir que c'était une loi de M. Deschamps qui disait que si vous n'êtes pas titulaire dans votre club, vous ne pouvez pas jouer en équipe de France. Et là, vous avez quelqu'un qui n'est pas titulaire dans son club, qui n'a joué que 17 minutes depuis que le championnat a recommencé, et on vous dit qu'il est titulaire, même capitaine de l'équipe de France. On sent qu'on est dans quelque chose qui ne dit pas son nom. Le privilège blanc? Voilà. C'est-à-dire que là, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très étrange. Parce qu'on fait des dérogations, je dirais, pour des gens qui n'ont pas de résultats dans leur club. Alors que c'était une loi, c'était un principe érigé. Donc c'est toujours un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette embuscade un petit peu permanente qui veut que finalement, même par la tricherie, que ça soit quand même toujours... voilà, l'occidental qui soit devant, quitte à recourir au calembour et à l'escroquerie intellectuelle. Tout autant que ce problème-là n'est pas réglé, y compris sur la problématique de la colonisation de l'Afrique. Parce que regardez quand même une chose qui est extraordinaire. Il y a eu ce documentaire sur France 2 qui est passé cette semaine, mardi. Les gens parlent de ça comme c'est de l'histoire alors que c'est de l'actualité pour nous. C'est-à-dire que pour nous, c'est de l'actualité, c'est de la réalité de tous les jours. Et les autres en parlent comme si c'était de l'histoire. Et quand on veut aborder la dimension de l'actualité de cela, on voit que, oups, on change de sujet, on change d'intervenant. Donc, tout ça montre bien que les problématiques ne sont pas encore réglées véritablement pour pouvoir avoir un objectif, je dirais, un rapport avec l'histoire et avec la réalité qui soit basé sur un minimum, je dirais, de respect de la personne humaine. Pour le moment, on n'y est pas. On n'y est pas pour diverses raisons, parce qu'il y a des intérêts financiers, des intérêts matérialistes en jeu. Et puis, il y a aussi le fait que des puissances émergent avec des moyens colossaux et qu'il faut fermer un peu la nasse sur le plan idéologique. On le voit en ce moment avec la problématique de la religion chrétienne qui redouble d'efforts pour refaire des adeptes. C'est-à-dire tout le monde prend finalement la communauté noire. On va à la pêche, on lance un grand filet, on essaye de rattraper le maximum de poissons, comme si cette communauté n'a pas de projet pour elle-même. C'est ça qui est extraordinaire. Mais concrètement, M. Motoundé, cette communauté n'a pas de projet pour elle-même. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'il faut avoir déjà un système de réflexion pour avoir un projet. Parce que moi, ce que je lis sur les WhatsApp, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Je tiens quand même à rappeler une chose qui est simple, c'est que la Guadeloupe, le rituel ésotérique qui a été fait par Christophe Colomb pour appeler ce pays-là Guadeloupe, il faut savoir que la Guadeloupe, c'est un égrégore, d'accord, avec lequel il est venu. Nous n'étions pas là. Nous étions en Afrique. Donc on ne peut pas se réclamer d'un rituel qui ne nous concerne pas. Si on a un projet, il faut commencer par donner un nom à ce projet. Et ça, il faut quand même être un petit peu sérieux. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans des rituels. C'est-à-dire que si les gens ne savent pas ce que c'est que coloniser une terre, ce que c'est que arrimer les énergies d'une terre, renseignez-vous. Documentez-vous sur la question. Justement, sur les égrégores, est-ce que vous pouvez éclairer nos téléspectateurs? C'est-à-dire que ce sont, en fait, c'est des masses d'énergie qui sont créées par des groupes humains avec des orientations précises. Bonnes ou mauvaises, puisque l'énergie, au départ, elle est neutre. Donc, à partir du moment où vous donnez une orientation qui a été celle de l'histoire, je dirais le projet Guadeloupe, c'est un projet nauséabond. C'est l'esclavage et la colonisation. Moi, je ne me réclame pas d'un projet qui est véritablement l'entreprise du diable. Il faut quand même le savoir. C'est l'entreprise du diable, ce projet de Guadeloupe, sur lequel on va de n'importe quoi en n'importe quoi. Et il n'y a rien qui fonctionne normalement. Tout est en embuscade et en abracadabra et je t'embrouille. Il faut quand même se dire les choses un peu clairement là-dessus, sans, je dirais, toujours en restant dans quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Mais il y a quelque chose de pas clair. Mais comment faire table rase de cela si déjà, par exemple, l'appellation Guadeloupe déjà est problématique? C'est-à-dire que, vous savez, en fait,
les communautés créent leur idéal de civilisation. Peut-être que c'est ça qui nous manque aussi. Il nous manque un idéal de civilisation de manière à pouvoir disposer d'une colonne vertébrale qui nous serait propre. Il manque aussi un rapport avec les ancêtres. Quand je parle de rapport avec les ancêtres, ça inclut la spiritualité. Parce qu'on ne peut pas se réclamer d'une spiritualité qui ne nous concerne pas et qui a été relativement agressive. Vous savez qu'en Guyane, l'Église a demandé pardon, je dirais, aux Noirs guyanais pour l'esclavage et la colonisation. Donc ça montre bien qu'il y a un problème à ce niveau-là. On ne peut pas se réclamer d'un truc qui a été contre nous. Il faut quand même se souvenir que, oui, il y avait des courants, il y avait des protestants, il y avait des catholiques, il y avait tout ce que vous voulez, mais tous sont venus à bord des bateaux négriers. Donc si vous êtes à bord des bateaux négriers, c'est que le projet négrier, vous vous inscrivez dedans d'une façon ou d'une autre. Donc vous n'avez pas à venir parler ni des doigts de l'homme, ni de la bonté, du bien et du mal, lorsque vous êtes parti dans le mal. Le bateau négrier, c'était le mal. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Vous avez 400 personnes entassées, dont notamment plus de la moitié, ce sont des enfants, puisqu'on cache la présence d'enfants à fond de cale de bateau. Et vous venez dire que vous êtes venu baptiser les gens. Non, il faut quand même être un petit peu sérieux. Et ça, c'est aussi de la fourberie de la part de gens qui sont des adultes, qui ont 40 ans, 50 ans, et qui ne sont pas capables de s'avouer les choses clairement. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter de raconter, il faut arrêter de mentir. Il faut voir la réalité en face. Le mensonge est devenu vérité pour certaines C'est-à-dire personnes. qu'on a érigé le mensonge. On a tellement menti que le mensonge, on l'a érigé en institution. Sauf que les fondements sont abracadabantesques. Vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Tout fonctionne sur la base de grand n'importe quoi. Vous avez le fameux discours du Congo belge où vous avez le ministre des colonies qui vous dit « ça ne sert à rien d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu, ils le connaissent déjà ». Quand vous voyez les Noirs qui apprennent à lire et écrire, ou les Ekiano par exemple, il vous dit « mais on connaît Dieu ». La lumière, c'est-à-dire que quand il découvre la Bible et qu'il la lit, il dit mais c'est pratiquement un peu les coutumes de mon pays d'où je viens. Donc c'est-à-dire qu'il faut arrêter comme ça pour des intérêts purement matérialistes, c'est-à-dire pour voler l'or des Africains. D'accord, on vient répandre des fausses vérités pour cacher qu'en fait on est animé de mauvaises intentions. C'est ça, c'est-à-dire que là aujourd'hui, je dirais avec le recul, on a fini par comprendre un peu les choses. Donc je dis qu'il faut être un peu sérieux. Et justement, le sujet de ce soir, c'est véritablement cette grande escroquerie. C'est véritablement ça. Parce que moi, je trouve quand même relativement aberrant, je trouve même ubuesque. Il y a des congrès qui se déroulent donc, dans la partie Caraïbes et Amérique sur le peuplement de ces régions et le peuplement africain de ces régions. Il y a des fouilles archéologiques qui sont faites. Il y a des datations qui sont faites. Il y a toute une série de choses qui sont faites. Il n'y a aucune information en Guadeloupe sur ces choses-là. Si vous n'avez pas la presse spécialisée, si vous n'achetez pas les études, donc les rapports de fouilles, les rapports de datation, que vous achetez directement dans les universités ou au niveau de la revue Nature, voyez, si vous n'êtes pas abonné à Scientific American, qui est l'équivalent du Science et Vie que nous connaissons, pour la science, qui est une émanation d'une revue donc, américaine traduite en français, vous n'êtes pas au courant qu'on fait des fouilles dans la Caraïbe et qu'on découvre des ossements africains qui montrent que les Africains étaient là avant les Amérindiens. Aucune de ces informations n'est relayée. C'est au-delà du réel. On a construit des pyramides à 200 000 km d'ici, et on vous parle d'une histoire d'esclavage, mais ce qu'on a apporté ici, personne ne l'aborde. Alors c'est pour ça que j'ai dit, bon, il faut mettre le pied dans le plat, puisque ça correspond justement à tout ce que nous voulons pas voir, d'autant plus que la France est impliquée. Il faut le savoir, la France, elle est impliquée. Et je vais vous montrer, je vais vous montrer comment la France est impliquée directement au niveau de la recherche dans le bassin sud-américain. Alors, c'est intéressant de commencer par le premier document que j'ai amené. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on raconte aux enfants. Le peuplement du monde, comment les choses ont commencé, et regardez comment il parle du peuplement de nos régions. Et vous allez comparer avec le document qu'on aura l'occasion de voir par la suite. On y va. On part pour le premier document sur le peuplement de la Terre. Notre ancêtre est apparu après une longue évolution dans l'est de l'Afrique, voici environ 100 000 ans. 50 000 ans après, il part à la conquête de la Terre vers le Moyen-Orient. 10 000 ans plus tard, il a déjà conquis toute l'Europe et a commencé son voyage en Asie. On le retrouve en Inde, en Chine
et bientôt il atteint le Pacifique. De là, il traverse la mer et part en Nouvelle-Guinée, en Australie. Et les Amériques? Personne? Disons qu'il faudra attendre un peu que le climat se refroidisse et que les mers gèlent afin que des populations venues de Sibérie puissent traverser les pieds au sec, ce qu'on appelle le détroit de Bering. Cela s'est passé voici à peu près 18 000 ans. En 1 millier d'années, toute l'Amérique sera peuplée de l'Alaska à la Terre de Feu. Voilà. Après ce dernier voyage, on peut dire que l'homme est partout. Très simple finalement le peuplement de l'Afrique. Voilà, alors il y a des choses déjà qui ne sont pas dites dans toute cette affaire-là. Bon, au niveau de la datation, elle est beaucoup plus ancienne, puisqu'on sait que l'homme moderne comme vous et moi remonte aujourd'hui à pratiquement 300 000 voire 350 000 ans, donc au niveau de l'Afrique, donc les dates sont beaucoup plus anciennes. Ensuite, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on nous montre des Chinois, qu'on nous montre des Européens, alors que ce sont je dirais, la différenciation, elle est relativement récente. C'est-à-dire, si vous prenez le peuplement de l'Europe comme le peuplement de la Chine, je peux vous montrer qu'il n'y a pas si longtemps, il y a encore peut-être 5-6 siècles, c'était des Noirs qui étaient dans toutes ces régions. Il suffit d'aller, vous savez, vous allez dans les musées, quand vous allez à Bangkok, allez dans les musées. Mais c'est ça que je dis vraiment aux gens, mais allez dans les musées. Dans les musées, vous allez voir les ancêtres de ces gens. Il y a les preuves. Mais voilà, il suffit d'aller dans les musées, vous allez voir les ancêtres, même en Chine. Allez dans les musées en Chine, vous allez voir quelle est la couleur des divinités, quelle est la couleur des ancêtres de ces gens. Allez aussi au Japon. Au Japon, c'est pareil, tout le monde sait que c'est un peuple noir qui s'appelait Ainu qui a fondé le Japon. Et il y a quand même des iconographies, il y a des fouilles, il y a des divinités. Tout ça, c'est dans les musées. Il suffit d'aller voir les musées, vous allez voir tout ça est dans les musées. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Allô, allô. Johanna. Bonsoir, Johanna. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. C'est pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Je vais rebondir déjà sur l'aspect que les Africains étaient en Asie. Quand on regarde bien certains Africains actuels en Afrique subsaharienne, on a encore des Africains aux yeux bridés, qui ont les traits bridés et qui ressemblent aux Asiatiques trait pour trait. Donc on voit que la racine des Asiatiques sort d'Afrique. D'autre part, on peut se questionner aussi pour le fait que les Caribéens ne soient pas au courant qu'il y a des fouilles qui sont faites dans le bassin caribéen. Est-ce que c'est pas voulu et entretenu par l'Europe et les autres pays dominants pour empêcher le peuple de voir correctement ce qui se passe et ce qui a été fait dans le passé et ce qui se fait toujours? Parce qu'on aurait dit qu'on est aveuglé par le christianisme, on n'arrive pas à se retourner en arrière pour dire mais peut-être que ça ne correspond pas à notre culture, qu'il est temps de se retourner à notre, à nos racines. Et j'ai l'impression que tout ça est orchestré et que ni nos dirigeants et ni les gens qui sont là pour nous éclairer sont là pour briser, en fin de compte, ces chaînes-là. Donc oui, enfin, en tout cas, le débat est très passionnant. Merci beaucoup, madame. Merci, Merci. Bonne soirée. Totalement. Alors en fait, ça va même beaucoup plus loin. Vous savez que quand les Asiatiques sont arrivés en Afrique, les Africains ont été très surpris de voir qu'ils se comprenaient dans la langue. Vous savez, il y a Yamamoto, tout ça. Exact. Vous allez au Cameroun, les gens mais bien sûr, les gens se comprennent. Donc c'est-à-dire que, et je vais vous dire une chose, même des Africains qui ont été enseignés donc en Asie, au Japon, mais se sont retrouvés dans la tradition qui était celle de leur grand-père et de leur grand-mère. Hein. Et les chants avec juste le kimono, voilà, parce que la tenue a juste cette divergence-là, mais pour le reste, c'est la même chose. Donc c'est vrai que Madame soulève quelque chose qui m'interpelle. Et je vais prendre un exemple précis, d'accord? Ceci est un article qui a été fait par la revue Ça m'intéresse, d'accord? La revue Ça m'intéresse, et comme on peut lire au niveau du titre. Le titre, c'est « Les Noirs d'Amérique ont découvert », donc les Noirs d'Afrique ont découvert l'Amérique. D'accord? Les Noirs d'Afrique ont découvert l'Amérique. Maintenant, regardez ce que dit ce journal. Alors, il faut savoir que l'article a été écrit par Éric Schmoll, d'accord? Et regardez ce qu'il dit. Dans le chapitre, Christophe Colomb savait qu'il n'était pas le tout premier. Écoutez. Au Congrès international des américanistes, réuni en 1964 à Barcelone,
un anthropologue français refuse d'admettre la présence d'Africains en Amérique à l'époque précolombienne. Tout du moins qu'on n'exhumera pas de squelettes africains en y apportant la preuve. En février 1975, la preuve anthropologique est donnée à l'est de Puerto Rico, dans les îles Vierges. 2 tombes sont découvertes. Le sol où elles sont construites date de 1250 de l'ère ancienne africaine. À l'intérieur des tombes, il ne reste que des dents, mais toutes ont été l'objet de mutilations caractéristiques des cultures africaines. Donc vous voyez que la chose, c'est comment une information comme celle-là. Et vous voyez qu'on vous dit le congrès des Africains, mais il y a plein de congrès comme ça. Il y a des congrès en Amérique, il y a des congrès au Brésil, parce que vous savez qu'on a trouvé le crâne de Lucie, donc la fameuse Luzia, qui est le crâne de... D'ailleurs, j'ai amené un document là-dessus, de cette Africaine qui peuplait l'Amérique avant. Donc il y a eu des congrès sur tout ça. Et la chose, c'est qu'on continue de raconter des contre-vérités. Prenons le temps de regarder le deuxième document, vous allez voir quelque chose qui est extraordinaire. Le deuxième document, ça se passe au Brésil. On y va. Quelque part dans l'état du Piauí, au fin fond du nord-est brésilien, Niet Guidon, ancien professeur de l'école des hautes études en sciences sociales, archéologue franco-brésilienne de renommée internationale, découvre dans les années 70 ce qui deviendra l'un des plus grands parcs de peinture rupestre au monde. L'histoire débute ici, dans cet abri sous roche, avec la découverte de ces étranges peintures de style inconnu. C'était la première fois que je voyais ça, et donc il fallait savoir quand est-ce que ces peintures avaient été faites et qui les avait faites. Et en cherchant à savoir qui étaient les auteurs de ces œuvres, Niet Guidon était loin de se douter qu'elle allait révolutionner l'histoire du premier peuplement de l'Amérique et découvrir que certaines d'entre elles sont peut-être les plus anciennes de l'humanité. C'est près de la ville de São Raimundo Nonato, à plus de 1000 km de Recife, dans un parc de 130 000 hectares, que se situent ces peintures mystérieuses. Missionné par la France, Niet Guidon arrive en 1978 sur le site de la Pedra Furada, la roche percée. Sur la paroi de grès s'étirent devant elle de curieuses bandes dessinées. C'était il y a 30 ans, et à cette époque, elle était loin de se douter que cette découverte serait le début d'une formidable aventure qui allait révolutionner le monde de l'archéologie. Âgée aujourd'hui de 75 ans, Niet Guidon ne se lasse pas de nous raconter la folle histoire de la Pedra Furada. Donc des chercheurs qui ont bien été missionnés par la France pour effectuer ces fouilles. Voilà, depuis 1978. Alors, là, il y a quelque chose de très étrange. Alors, pourquoi il y a quelque chose d'étrange là-dessus? Parce que vous avez vu tout à l'heure, on vous dit que les hommes sont passés par le détroit de Bering et ont peuplé l'Amérique aux alentours de 18 000. Pedra Furada, nous sommes à moins 40 000 selon la datation de la France. Donc, c'est le CEA, le Commissariat atomique à Gif-sur-Yvette. Mais les Australiens ont utilisé une méthode beaucoup plus sophistiquée, le potassium-argon, et la date qui a été trouvée est celle de 60 000. Donc ce qui fait que 40 000 ans avant les Indiens, la population noire n'était pas au bord des côtes, parce que les gens plaisantent beaucoup avec les faits. Vous avez vu que nous sommes à l'intérieur des terres du Brésil. D'accord? Donc ça, c'est très important de le souligner. Mais savez-vous que les Indiens, les Amérindiens, disent clairement
que lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient conscients qu'il y avait déjà des gens là. Hein. C'est-à-dire que vous avez des documents où les Amérindiens le disent clairement. Vous avez des façades, mais des centaines de façades peintes. Et ça ne représente pas leur culture. Ça représente même... Il y a des animaux qui n'existaient même plus à leur arrivée. Donc tout ça, il y a quand même des chercheurs au Mexique. Vous voyez, il y a quand même des chercheurs au Brésil. Mais quel est le problème? Parce que je vais répondre à la question de la dame de tout à l'heure. Vous savez que lorsque j'ai fait le FESMAN, puisqu'il y a eu une commission scientifique qui a été organisée durant le FESMAN, donc des chercheurs internationaux sont venus et justement, donc on m'a demandé d'être présent et donc j'ai fait partie de cette commission scientifique. J'étais avec les représentants du Brésil, et donc qui sont d'ascendance européenne pour la plupart, et il y avait un monsieur qui était d'ascendance africaine. Alors je lui dis, mais est-ce que vous savez que les premiers habitants du Brésil, c'était les Africains? Et tout de suite, j'ai vu une espèce de oh-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ce comportement-là m'a beaucoup intrigué, et j'ai commencé à chercher, mais pourquoi c'est un sujet que vous ne pouvez que difficilement aborder avec des ressortissants, que ce soit du Honduras, du Pérou et autres. Parce que le problème est démographique. On va l'expliquer très simplement. Il faut que vous sachiez que la variété d'ascendance européenne est en chute démographique. C'est-à-dire qu'ils font de moins en moins d'enfants. Et comme les revendications de la population africaine, qui, elle, est en explosion démographique, donc posent des problématiques lorsqu'il y a les élections. Parce qu'on voit bien que toute la problématique des élections aux États-Unis avec Trump, on se dit, même si le président est atteint de cécité mentale, ce qui est important, c'est qu'il soit blanc. Est-ce que vous voyez l'affaire? Parce qu'on sait qu'en face, de toute façon, c'est la der des der. Et on le voit avec le parti d'en face. C'est-à-dire, soit vous mettez Madame Obama, ou soit vous mettez la jeune femme qui veut mettre vice-présidente des États-Unis. Donc, de toute façon, je dirais, les carottes sont cuites. Donc, pour bloquer les velléités des Noirs brésiliens sur ces questions, est-ce que vous avez vu que le musée où il y avait les preuves archéologiques de la présence africaine au Brésil a brûlé? C'est-à-dire tous les... Mais ce qui est grave, c'est qu'ils avaient demandé aux chefs amérindiens de ramener les pièces les plus rares au musée. Exactement. D'accord. Ils ont brûlé le musée avec les pièces des Amérindiens et ils ont brûlé le musée avec les pièces les plus anciennes. Tout est parti en fumée. Tout est parti en fumée. C'est dingue. Vous voyez, et ça se fait pas. Hein, ça, c'est vraiment une problématique qui est quand même relativement sérieuse à ce niveau-là. Alors, une question qu'on va se poser, c'est comment finalement les Africains ont peuplé l'Amérique? Est-ce qu'ils naviguaient déjà? Grande interrogation. La chose, c'est que moi, pour avoir participé à des débats sur ce genre de choses-là, je pense que les gens qui s'opposent à la présence africaine ont un problème mental. Pourquoi je dis qu'ils ont un problème mental? Parce que soit ils prennent des gens qu'ils ont en face d'eux pour des débiles, soit ils ont des neurones qui sont, je dirais, en perte d'activité. Parce que, pourquoi je dis ça? Je vais vous dire une chose qui est très simple. Tout le monde sait que lorsque Christophe Colomb devait faire la traversée, il a bénéficié de l'expertise des Africains de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en Kamoussa, quand il est parti donc, au Caire et ensuite à la Mecque, pour donc tout simplement faire valoir ses intérêts commerciaux, puisqu'on parle toujours de Berlin. Non, c'est le chef d'un royaume qui veut rentrer dans le circuit mondial des transactions. C'était l'un des hommes les plus riches du monde. C'était l'homme le plus riche du monde, d'ailleurs. Hein. Bon, donc il se dit, mais attends, je suis l'homme du plus riche du monde. S'il y a un commerce mondial, je dois quand même être à la tête de ce commerce mondial. Ce qui est, je dirais, au demeurant explicite. Bon. Mais l'erreur qu'il va commettre, c'est de dire que le souverain qui était là avant lui, c'est-à-dire son frère, est parti avec une flotte de 2000 marins en direction de l'Amérique. D'accord. Et ce qui est, je dirais, relativement problématique, c'est que les Arabes étaient dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire qu'ils occupaient l'Espagne à l'époque. Et donc, du coup, ça va tout simplement déferler, cette information va déferler dans le monde arabe. Et quand les Catalans vont réaliser la carte du monde, où ils vont représenter le roi, donc malien, à la tête de son empire, assis sur un trône d'or, avec un sceptre d'or, une couronne d'or et un globe d'or, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un bateau, donc un grand bateau, qui est orienté vers l'Amérique. Or, à cette époque-là, on sait très bien que les Arabes ne sont pas venus au Mali par bateau. Et les Européens ne sont pas encore arrivés.
parce que les Européens, les Portugais arrivent en 1441, là on est en 1300. Donc c'est pas possible que le bateau soit un bateau européen. Vous voyez l'affaire? Donc c'est-à-dire même sur le document catalan, on voit que la présence du bateau montre que les Européens ont reçu cette information qui a été tout simplement ébruitée par Kankamoussa. Donc, si, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils avaient tout simplement exploité ce courant qu'on appelle aujourd'hui le Gulf Stream, et vous serez surpris de voir que n'importe quel Européen peut partir même avec canoë-kayak et traverser l'Atlantique. Parce que vous avez, Alain Bombard l'a fait en bateau pneumatique, il y en a un autre qui l'a fait en tonneau, il y en a un autre qui l'a fait, il y a trois personnes qui ont fait à la rame. Enfin, je dirais, c'est tout le temps que nous avons des gens qui arrivent soit en Martinique, soit en Guadeloupe, soit notamment à la Barbade ou à Trinidad, et qui ont traversé l'Atlantique, je dirais, avec des moyens de fortune, sans boussole, sans voile, sans même gouvernail, sans rien, et ils arrivent chez nous. Donc, la chose, c'est qu'il faut arrêter de raconter quand même des histoires d'hommes debout, parce que vous tapez sur Internet, vous n'avez que ça. Bon, donc ça, c'est important de le souligner. Mais ce qu'il y a de relativement grave dans toute cette affaire, c'est de voir que comment voulez-vous, et je pense que c'est l'une des plus grandes escroqueries de l'historiographie relative à l'humanité. Tout le monde sait que les groupes humains se sont séparés en deux en raison des climats. Il y a eu les nomades, qui étaient des gens qui parcouraient des distances tous les jours et qui n'avaient pas de domicile fixe. D'accord? Donc ça, ce sont les Sémites et les Indo-Européens. Et il y a eu les sédentaires qui pratiquaient l'agriculture, qui sont les Africains, qui étaient partout jusqu'au Japon. D'accord? Tout le monde sait que les nomades, quand ils ont besoin de se fixer, l'agriculture, c'est quelque chose qui prend plusieurs mois. Vous êtes obligé de vous fixer là où il y a des sédentaires. Mais il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que les villes existaient depuis l'époque où il y avait des sédentaires. Parce qu'il y a une chose que peu de personnes d'ascendance africaine savent, c'est que la ville fait l'objet d'un rituel. Et j'ai vu Pathé Diane commencer à aborder cette question dans Tarana. C'est-à-dire que la constitution d'une ville, ça fait partie d'un rituel. C'est pour ça que la ville de Londres, la ville de Paris, les grandes villes même en Amérique du Sud existaient avant l'arrivée des Amérindiens. Parce que le nomade ne sait pas faire le rituel de constitution d'une ville. Le nomade ne sait pas comment orienter sa ville. C'est parce qu'il a vu des sédentaires orienter sa ville selon des points stratégiques. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un puits d'eau. Il faut que toute une série de choses soient réunies. Il faut juger à l'époque, c'était l'énergie de la Terre, parce que vous n'allez pas vous installer là où la Terre a des déficits énergétiques. L'exposition au soleil. L'exposition au soleil, toutes ces choses-là. Que le nomade, lui, c'est pas son problème. Parce que lui, il sait qu'il met, comme les Amérindiens, il installe une tente et il va dormir la nuit. Voilà. Alors, la chose qu'on essaye de nous faire gaver aujourd'hui, c'est qu'un Amérindien qui est sorti du Canada aux États-Unis sous un tipi va faire de la pierre taillée, construire une pyramide et l'orienter selon les 4 points cardinaux, sans nous dire quelle est l'université d'architecture et de construction massive que cet individu a fait. Mais il n'y a aucun Amérindien qui va vous dire que c'est lui qui a fait ça. Parce que le gars n'est pas fou. Il faut savoir que nous discutons quand même avec des gens. Donc, tout le monde dit qu'il y a une population noire qu'on appelle les Olmecs, qui est directement venue d'Afrique avec cette technologie. Et c'est ce que dit l'article de Ça m'intéresse. L'article de Ça m'intéresse dit qu'il y a des Noirs aux alentours de 800, donc il dit c'est notamment ceux de la 25e dynastie, qui sont venus avec un savoir technologique, qui ont essaimé, voyez-vous. Et je vais vous dire une chose, c'est pas le seul endroit où ils ont essaimé. C'est le seul endroit dont on parle, parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir qui sont au-delà du réel. Voyez ? Mais toujours est-il qu'ils ont essaimé là et ils ont commencé tout simplement à bâtir des éléments, y compris de culture, que Yvan Fertima a montré que la cérémonie, par exemple, du défunt de l'ouverture de la bouche en Égypte est la même cérémonie représentée sur les murs des pyramides en Amérique du Sud. Et il a montré plein d'éléments comme ça. Donc c'est pour ça que je dirais, sur le principe, c'est important de voir ça. Mais est-ce qu'on peut voir le... On va passer du côté du téléphone. Oui, s'il y a quelqu'un au téléphone. Oui, totalement. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Pigeon. Nous là. Pigeon au monde, l'armée du monde. Ah, pas nous qui là, alors. Oui, totalement. Alors, pas les banous, l'ami du monde. Hein? Pas les banous.
Bon, je vais parler, vous savez, ça connaît, ça veut un peuple qui l'esprit est aussi élevé, parce que nous, les frères africains qui plaident l'histoire, parce que ça oui, c'est un peuple qui a toute sa richesse, et qu'on va cacher le peuple à toute richesse, et toute trésor, et toute valeur, et qu'on va cacher dans le poubelle, qui a demandé. Et je crois que c'est des crimes contre l'humanité, autrement que je ne pas penser, parce que là, on voit l'histoire, en fait, c'est qu'on voit les peuples tout vivant, quoi. Et c'est ça qui arrive à nous, parce que on ne peut pas comprendre toute sa richesse qui n'y a pas, mais surtout nous en Guadeloupe, parce que nous avons fait métaphore là, nous avons mis en Guadeloupe, et la diversité là, nous n'avons pas mis à nous là, la richesse là, la valeur là, ressources là, nous n'avons pas mis à nous là, et que là, on ne peut pas connaître valeur ressources, il ne peut pas comprendre la vie, il ne peut pas contrôler les ressources là, la richesse là, mais là, je parle le langage des autres, qui sont les autres, mais les autres même qui comprennent la diversité là, ça, pas contrôler, pas contre tout ça, nous n'avons pas mis à nous là, parce que puis tu es arrivé là, il faut te faire arriver là, pour faire vous-même humilier. Parce que peuple, nous sommes peuple qui est capable de la vie, capable de la science, capable de la connaissance divine, du sacré. Et que pour monter à elle, à niveau là, ça faut une connexion avec tout ça que la nature créée avec, une connexion, on comprend secret à la vie, secret à vent, secret à soleil, secret à toute divinité là, ça qui t'entoure, pour payer émanciper, et ça, il n'y a pas pour jouer dans l'école, parce que pour jouer là, ça minime, ça pas la vie. Ça, c'est à l'école là, escroquerie, même mentir pour apprendre à plus de monde. Mais le secret de l'école là, la vie même que nous, que le peuple nous laisser, nous, qui est toujours pratiqué, qui est toujours fait nous comprendre, et que c'est ça qui est dit dans nous, que nous ne veut pas que nous développer, et que si nous développons ça entre nous, les frères, c'est un continent entre la Dominique, entre la Caraïbe, même, nous mettons ça en pratique. Vous-même, vous pouvez engager dans la vie là, que nous là, même parce que vous-même pas éduqué à comprendre la à force ça que nous là. Parce que ça dépend de nous qui peut comprendre chaque grain à boire et chaque terre, chaque bout de terre, nous n'y en Guadeloupe, sans richesse, sans divinité que nous n'y. Il ne faut pas nous laisser mais à les autres. Parce que peuple en nous qui vivent, qui comprennent richesse et valeur et émancipation à la richesse là, ça, il ne faut pas laisser tomber. Et tout ça, il fait, mon qui a été fait dans l'humanité, c'est grâce à eux. Parce que si nous-mêmes, qui un pays là pas été comprendre ça, ou nous, tous nous dégager des autres, nous dégager des autres, pour nous faire avancer ensemble, parce que petit temps, nous voulons mener message bon, il faut nous arriver à comprendre, nous poser en planter dans nous, pour nous faire comprendre que nous avons richesse, nous avons des gens qui sont capables de comprendre que ça ne va pas comprendre avant. C'est important pour nous faire ça dans nous, pour nous faire suivre le combat là, et comprendre ça pour la vie faire passer. Parce que si nous ne comprenons pas, nous créons des difficultés, ça ira pas dans le monde là. Totalement. C'est une chose que nous sommes, et que ne peut pas nous laisser pour nous, c'est la vie. Et c'est tout ce qui appartient à la vie, parce que la vie en parle l'homme. La vie, c'est sociaux, c'est miel, c'est tout qui a trouvé la vie. Tout ça sacré. Parce que si nous ne prenons pas grandir et connaissance à ça, l'esprit nous même pas grandir. Parce que chaque pied on peut mettre sur la terre, peut mettre bouillard, peut mettre mango, peut ajouter n'importe quoi l'école qui là. Parce que vous ne pas mettre grand pied en pierre bouillard, c'est certainement qu'on peut venir écrire. C'est sans l'école. En mango, vous pouvez même écrire science. Vous comprenez chaque pied bois et l'école de depuis là, ça peut pas nous déconnecter. Totalement. Si nous mettez à partir de nous dégager, éclairer les frères aussi, parce que c'est important pour nous, parce que le peuple a pleuré, le peuple a traîné, et s'appelle, et on connaît dans les pays de force, parce qu'on connaît qu'il faut ça. Totalement. Mais quand nous avons dit l'école là, il a au monde, les frères, à la télé connaissent vous, mais les frères, les jeunes qui ont la rue là, bien aussi, parce que dans l'école qui ont la rue là, le peuple qui attend vous, parce qu'ils connaissent vous, bien découvert ça là, parce que c'est grâce à vous et les autres que nous pouvons avancer dans ce pays là, parce que sans autres, sans nous, nous pouvons avancer. Mais je continue et durant l'histoire, force, big force, et combat peuple et l'esprit, nous va continuer. Il ne faut pas nous rendre l'espoir un peu pour nous parce que ça permet nous de diviser entre la Caraïbe, nous battons Valais, nous baillons force de toute l'histoire, tout l'égoïsme, nous refroidissons, nous qui à côté, nous qui dans le langage. Je dis, je ne dégage pas l'anglais, espagnol, toute qualité de langue, ça dans l'école là, parce que nous sommes dans l'école là avec des frères et sœurs qui à côté. Ça sent honte qu'il faut nous parler pour nous parler avec nous. Ça sent honte pour nous garder nous jours. Et c'est pas normal que nous avons fait des gens qui ont dominé les frères et sœurs, nous avons créé qu'avec eux, nous avons une sorte d'immense culture à développer ensemble parce que connaissance pas qu'à vivre tout seul. Effectivement. Si nous fusionnons ensemble, nous avons plus fort. Et c'est ça pour nous faire dans la Caraïbe parce que c'est Africa qui l'a. Parce qu'Africa, c'est le peuple de l'humanité. On ne peut pas vivre sans lui, on ne peut pas avoir sans lui. Merci beaucoup, merci mon très cher Kaberet. Et nous avons samedi, tout le monde qui écoute, nous avons dit la voix, aller à la place là pour tout le monde comprendre que c'est le même combat là nous avons mené. D'accord. Merci beaucoup, Alain Dumont. Non, il y a quand même une chose qu'il faut souligner, c'est que toute force qui va dans un sens a une force contraire qui veut l'emmener dans l'autre sens.
d'accord, je pense qu'il faut comprendre comment l'univers s'est formé. Parce que moi, c'est vraiment en m'intéressant à la cosmologie, en écrivant les ouvrages Cosmogénèse Camite, que j'ai vu que s'il n'y a pas d'opposition, nous sommes dans un modèle qui est voué à ne même pas apparaître. C'est-à-dire, la chose apparaît parce qu'il y a opposition. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, il y a ce qu'on appelle la nature humaine. On ne peut pas, je dirais, faire comme s'il n'y a pas la nature humaine. Dans la nature humaine, il y a des bons penchants comme il y a des mauvais penchants. C'est vrai que depuis 500 ans, nous sommes confrontés à des mauvais penchants. Mais nous sommes, nous, appelés à faire émerger de bons penchants. Ce n'est pas parce qu'en face, ils veulent aller dans ce qui est de l'ordre du colonialisme qu'on est obligé de les suivre. La chose, c'est qu'on peut s'organiser. Mais il y a une chose qu'il faut par-dessus tout, c'est la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, parce qu'il faut savoir que ce qu'on essaie de montrer, c'est que l'Amérindien, aujourd'hui, sa connaissance vient de l'Afrique. On le voit au niveau de la langue, on le voit, on verra au niveau du lexique terminologique, la toponymie. Parce que la toponymie, il faut voir que les spécialistes en archéologie linguistique ont montré que les grandes villes du Canada, de l'Amérique et aussi de l'Amérique du Sud, les noms sont africains. Et on aura l'occasion de le voir avec Pathé Diagne. Et ça, c'est important de souligner. Est-ce qu'on a le temps de voir le document de Lysia ? On va clore justement avec le troisième voilà, document. C'est ça. Comme ça nous permettra au moins de le commenter. Voilà, de le commenter rapidement. On part pour le troisième document. Le troisième document sur Lucie. J'ai ici le crâne de Lucie, l'un des plus vieux, sinon le plus vieux squelette humain jamais retrouvé en Amérique. À l'époque de sa mort, il y a 13 000 ans, elle avait entre 20 et 25 ans. Lucie a été exhumée dans le centre du Brésil en 1975. La morphologie de son crâne a intrigué les chercheurs. Les Amérindiens d'aujourd'hui ont des pommettes hautes et larges, comme les habitants de Sibérie et d'Asie orientale. Mais pas Lucie. L'une des principales différences se situe au niveau des pommettes. Sur ce crâne, elles sont très hautes et aplaties. Celles de Lucie sont plus basses et moins plates que celles de ce spécimen asiatique. La reconstruction faciale a confirmé les doutes des scientifiques. Lucie n'avait pas de traits asiatiques. Ça me fait un peu penser à la découverte de l'ancêtre des Anglais. Voilà. On est sur le même schéma. C'est là où ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce qu'à partir du crâne, ils ont pu reconstituer ce premier Anglais noir. Vous voyez ? Et la chose, c'est qu'à partir du crâne, donc de ce, vous dites c'est vraiment le plus ancien crâne, on peut reconstituer et avoir même les éléments de l'ADN. Moi, je me suis procuré l'étude. Et il y a des choses qui sont choquantes. C'est plus d'une centaine de crânes et de squelettes intacts qui ont été trouvés. Sur une superficie de plusieurs dizaines de kilomètres. C'est un peu comme si ils avaient créé une ville qui était de la taille de New York, à l'intérieur du Brésil. Et on a fait les prélèvements d'ADN et on sait précisément d'où ces gens viennent d'Afrique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est assez surprenant entre la médiatisation d'une découverte. Bon, vous vous contentez de ceux que vous avez dans l'article de presse sans être allé acheter les éléments de fouille. Mais quand vous allez chercher les fouilles archéologiques, vous découvrez qu'en fait, on vous a caché beaucoup d'informations. Une omerta sur l'histoire. Beaucoup d'informations. Donc, c'est là où on voit véritablement qu'il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau-là. Maintenant, ce qui se pose, c'est le peuplement de nos régions. Vous savez, le professeur Jean Mazel, qui a écrit un ouvrage qui est Présence du monde noir, puisqu'on parle toujours d'Ivan van Sertima pour Ils étaient là avant Colomb, mais il y a ce professeur Jean Mazel qui est un Français, qui a écrit Présence du monde noir, dans lequel il donne beaucoup d'éléments sur le peuplement africain, donc de l'Amérique et aussi de la Caraïbe.
Et lui-même est venu avec une batterie de documents voir Aimé Césaire, et il a laissé à Aimé Césaire ces documents. Que sont devenus ces documents-là aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il expliquait, entre autres, à Aimé Césaire que Bakary II, souverain donc, du Mali, quand il est venu donc, en 1312, donc, il est arrivé avec sa flotte de 2000 personnes, c'est évident qu'il a essaimé en Guadeloupe, en Martinique, partout. Et c'est évident que ces gens-là ne sont pas venus qu'une seule fois. Lorsque Christophe Colomb est arrivé donc, en Haïti, à Hispaniola, les Amérindiens lui ont dit, bon, on a l'habitude de voir des... C'est-à-dire, on vous fait croire que ces gens-là ont vu, les seuls bateaux qu'ils ont vus, c'est ceux de Christophe Colomb, alors que toutes les semaines, ils valaient des bateaux africains. Mais bien sûr. Et donc, Christophe Colomb a pris de l'or. Il a dit, mais c'est quoi ça? Ça s'appelle Ganin. Et le Ganin en question, c'est le nom de l'or sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand ils ont fait les éléments d'analyse et d'expertise, ils se sont rendus compte qu'ils avaient en fait affaire à de l'or qui venait d'Afrique. Et ils avaient des objets fabriqués avec des métaux africains. Sans compter l'igname, Ziam, Niam, Yam, où le professeur Mazel a retracé la trajectoire de l'igname jusqu'en Amérique du Sud, en passant par la Caraïbe, en disant, mais vous appelez l'igname Ziam. L'autre, c'est Niam. L'autre, c'est Yam. Mais c'est évident que Yam, Ziam, Niam, mais c'est la même famille, c'est le même italien. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir qu'on a beaucoup de preuves scientifiques, archéologiques et autres, sans compter le testament des experts amérindiens qui sont des professeurs d'université, qui sont aussi des directeurs de musées, qui vous disent, mais non, les têtes Olmec, c'est pas nous. Ce sont des Africains qui étaient venus ici pour apporter les éléments de la civilisation. Et les Mayas, Incas, ce sont les enfants de ces gens qui ont récupéré ces savoirs et qui ont finalement donné naissance à ces civilisations que le Portugal a détruit après quand ils sont venus organiser la colonisation. Mais il ne faut pas essayer de raconter des trucs comme si la communauté noire aujourd'hui n'a pas d'éléments d'expertise et n'est pas capable de voir quand il y a de la fourberie dans un récit historiographique. Il faut être quand même un petit peu sérieux. Que les peuples européens reconnaissent la C'est-à-dire que de l'histoire. La chose, c'est que qui reconnaissent ou qui ne reconnaissent, pas mon problème. La chose, c'est que quand on est dans un débat, comme j'ai demandé à l'UNESCO, qu'il y ait un débat scientifique sur la question et que tous ceux qui veulent venir parler, parlent. Parce qu'on sait que quand tu n'as pas d'argument, tu n'as pas d'argument. On va faire quoi? On va brûler toutes les preuves comme on a brûlé le crâne de Lucie? Quand même, il faut être quand même un peu sérieux. Il faut se calmer. Merci en tout cas, Monsieur Moutonnier, d'être venu sur ce plateau ce soir. On se retrouve certainement la semaine prochaine si vous avez du temps de disponible à nous consacrer. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le jeudi anthropologie, c'est fini pour aujourd'hui. Passez...